Bonjour à tous, enfin bonsoir et merci d'être venus si nombreux pour cette conférence. On va démarrer. Alors nous recevons ce soir dans le cadre des conférences des DRS de Polytech Yves Tremblay, qui est directeur de recherche à l'IRD et qui travaille qui est aussi expert dans le cadre du sixième rapport du GIEC et qui travaille depuis de nombreuses années sur la modélisation des crues et l'analyse fréquentielle des extrêmes en région méditerranéenne. Donc Yves va nous présenter ce soir quelque chose qui est tout à fait en lien avec ses travaux. Et donc il s'agit des extrêmes hydrologiques en région méditerranéenne en lien avec le changement climatique. Donc je lui laisse la parole sans plus tarder. Merci Luc. Oui, si vous pouvez éteindre vos téléphones, ça serait pas mal. Bonsoir à tous, c'est bien de voir un ampli plein après ces années Covid où tout le monde est derrière son ordi sur Zoom, donc merci d'être venu. Donc comme l'a dit Luc, je travaille à Montpellier depuis le 1er janvier en fait au laboratoire Espace Dev, pas très loin d'ici, à côté du zoo. Et je m'intéresse beaucoup aux impacts hydrologiques du changement climatique. Donc je suis hydrologue, pas climatologue. Et vraiment, ce qui m'intéresse, c'est de regarder comment les changements qu'on observe depuis les dernières décennies et surtout qui sont projetés dans le futur vont impacter à la fois les ressources en eau, mais tout ce qui est la notion de risque hydrologique, on va revenir là-dessus, donc tout ce qui est crue, sécheresse, pluie intense, etc. Voilà, donc je vais commencer par faire un petit état des lieux très simple. Vous avez une illustration ici qui vous montre ce qu'est le cycle de l'eau. Donc le cycle de l'eau idéal est très simplifié, vous allez voir qu'après c'est un peu plus compliqué que ça. On a de l'évaporation au niveau des surfaces comme les océans, les mers. On a du coup de la pluie sur les continents et du ruissellement via des rivières, des cours d'eau, des lacs, tout ça se jette à la mer. Ça c'est le graphique de gauche et le graphique de droite vous montre ce qu'on attend un peu en théorie en lien avec le changement climatique. C'est-à-dire que concrètement, s'il fait plus chaud, on va avoir plus d'évaporation, c'est assez logique à comprendre. Donc plus d'évaporation, ça veut dire plus d'humidité dans l'atmosphère et donc potentiellement des précipitations plus importantes et plus intenses. Et également, dans certaines zones, plus de ruissellement de surface ici. Et vous avez sans doute vu la citation que j'ai mise en bas d'un philosophe local, Paul Valéry. C'est un schéma très simplifié. Alors, il a le mérite de pouvoir aider à comprendre un peu les phénomènes à grande échelle, mais globalement, il est faux dans de nombreuses régions du monde, et on va voir pourquoi. Alors, je continue là par des choses très, très simples. C'est la répartition des précipitations à la surface de la Terre, avec une évolution mensuelle. Et on voit très nettement qu'il y a des zones où il pleut beaucoup et des zones où il ne pleut pas du tout. Alors, vous connaissez les déserts, le Sahara, le Kalahari, des zones en Asie centrale et en Chine. Donc, l'évidence même va nous dire que en fait, finalement, les processus que j'ai montrés tout à l'heure, ils ne sont pas vrais partout. Et notamment à cause du fait que les précipitations, elles ne tombent pas forcément à l'endroit où l'eau s'évapore. On a ce qu'on appelle des mécanismes d'advection, donc les courants atmosphériques qui vont transporter des masses d'eau. Donc vous avez ici un exemple à gauche sur la zone qui nous concerne, l'Afrique et l'Europe. On voit la partie marquée I, c'est la zone de l'anticyclone des Açores, donc qui va empêcher quelque part l'advection d'eau d'air chargé en humidité vers le Sahara par exemple. Et c'est aussi à cause de cet anticyclone qu'en Méditerranée, ici, on a des pluies plutôt l'hiver, alors l'anticyclone n'est pas très actif. Et par contre, en été, c'est là qu'on a des périodes sèches assez longues. Donc ça, c'est pour illustrer le fait que les mécanismes simples, ça aide d'un point de vue didactique pour comprendre ce qui se passe à l'échelle mondiale. Mais dès qu'on va zoomer à une échelle plus locale, plus régionale, c'est souvent d'autres mécanismes qui sont à l'œuvre, et il faut garder ça en tête, notamment quand on regarde les impacts du changement climatique. Alors sur les températures, on a effectivement un signal assez homogène au niveau mondial. Vous pouvez rentrer, il n'y a pas de souci. et qu'est-ce que je disais? Oui. Alors les températures augmentent de manière plutôt uniforme partout sur la planète. Par contre, les précipitations, c'est pas vrai du tout. Et on va voir qu'ici, en particulier en Méditerranée, c'est pas vrai non plus. Et là, je vous montre une figure qui a été publiée il n'y a pas très longtemps par l'organisme géologique américain, l'USGS, qui est en fait une mise à jour du vrai cycle de l'eau en fonction des connaissances qu'on a actuellement. Et vous avez vu tout de suite, la figure est bien plus complexe que la première. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on voit les principaux mécanismes. On voit les océans, les eaux souterraines, les précipitations. Alors je ne sais pas si on voit assez bien avec la taille du texte, mais surtout on voit tous les usages et tout ce qui se passe au niveau des activités humaines. Donc il y a les villes,
Forcément, dans les villes, quand il va pleuvoir, il ne va pas se passer les mêmes processus de surface que dans des zones naturelles. Il y a tous les prélèvements, il y a des barrages. Donc voilà, ça c'est une image plus réaliste, on va dire, du cycle de l'eau. Et donc vous voyez bien qu'on commence à complexifier beaucoup. Déjà, si au niveau du climat, on ne peut pas faire de conclusion à l'échelle globale très robuste, alors pour les précipitations et le cycle hydrologique, en plus, on va complexifier les choses avec l'usage qui sont faites des ressources en eau par les humains. Alors, moi j'aime bien commencer toutes mes présentations sur le changement climatique par des choses très factuelles et concrètement des données en fait, puisqu'on a de la chance, notamment dans le sud de la France, d'avoir des réseaux de stations de Météo France depuis plus d'une centaine d'années. Les premières stations commencent en 1870, je crois. Et du coup, voilà, ce que je fais en général, c'est que je prends une station météo pas loin de là où je suis. Alors ici, j'ai pas pris Montpellier, parce que Montpellier, on a la station de l'aéroport, mais il commence plutôt dans les années 50-60, je crois. Par contre, à côté, il y a la station de Nîmes, Nîmes-Courbesac. Et vous voyez que les données commencent assez loin, puisqu'on est en 1920 ici. Et là, j'ai tout simplement tracé les maximums et minimums annuels de température. Et là, on voit très clairement que pendant plusieurs décennies, il ne se passe pas grand-chose. Et à partir des années 80, on voit une hausse assez nette, à la fois sur les températures élevées et sur les températures minimales. Si on poursuit un peu cette illustration, cette fois-ci sur les précipitations, alors j'ai pas pris la même station parce que j'ai trouvé une station qui avait des pluies encore plus anciennes. C'est la station de Saint-Hippolyte-du-Fort, donc au nord-est d'ici. Et là, vous avez vu, les séries commencent en 1880. Donc là, ça devient intéressant pour, on va dire, détecter des éventuels signaux faibles liés au changement climatique. Plus on a des séries longues, plus on peut se dire que cette détection de tendance est robuste. Et là, j'ai tracé tout simplement deux variables. En haut, les petites barres, ce sont les pluies journalières. Alors, on a de la chance de ne pas être à La Réunion, parce que sinon, ça serait bleu partout. En Méditerranée, il pleut assez peu. On a 50 à 60 jours de pluie par an, ça dépend des périodes. Et on voit en fait l'évolution des pluies journalières. Et la principale chose qu'on peut détecter déjà sur ce graphique-là, vous voyez qu'il n'y a pas de stats compliqués, hein, il n'y a pas de modèle, on regarde les données déjà, c'est déjà un bon point de départ. Et vous voyez en fait qu'à partir de 1980, il y a plus de barres très hautes qui montent au-delà des 200-250 mm. Donc ce qui semble dire que dans cette station, on a une augmentation des phénomènes de pluie intense à partir de la décennie 80. Et vous allez voir que c'est quelque chose qu'on retrouve ensuite à une échelle beaucoup plus régionale. Et en bas, j'ai tracé un autre indicateur, là aussi très simple, c'est le cumul annuel de précipitations. Donc pour chaque année, on voit qu'il varie fortement, hein, c'est normal. En Méditerranée, le climat est caractérisé par une forte variabilité interannuelle. Et on voit que les pluies aussi entre quasiment 400 mm et 1800-2000 mm, donc c'est énorme. Et surtout, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est qu'il n'y a pas de tendance en fait. Si on regarde toute la période 1890 à 2022, en fait, on ne peut pas dire qu'il y a une évolution marquée. Donc là-dessus, on ne voit pas de baisse des précipitations, on voit plutôt des cycles, des oscillations qui sont dues à plein de choses. Et en tout cas, voilà, c'est ce qu'on observe. Alors si on dézoome un petit peu maintenant pour prendre du recul en regardant plusieurs stations, des domaines un peu plus grands, là je vous montre des résultats sur le bassin de l'Hérault. Pourquoi le bassin de l'Hérault? Puisqu'il y a quelques mois, la commission locale de l'eau a entamé un processus d'adaptation au changement climatique, donc de faire l'état des lieux de ce qui se passe dans le bassin, et ensuite trouver des mesures pour adapter par exemple la consommation en eau potable, pour l'irrigation. Donc j'ai la chance de participer à ça, c'est assez intéressant de voir tous les acteurs du coup de l'eau autour de la table discuter de ces questions-là. Et donc là pareil, si on prend les données de température, cette fois sur tout le bassin de l'Hérault, on voit exactement la même chose que tout à l'heure. Augmentation des températures de l'ordre de plus 1, plus 1,5 degrés, alors c'est les données depuis 1960 seulement. Et encore une fois, c'est très cohérent avec ce qu'on a vu tout à l'heure sur une seule station. Alors, un indicateur qui découle assez naturellement de l'étude des températures, c'est l'étude des vagues de chaleur. On a eu quelques exemples il n'y a pas longtemps. C'est pas loin de Montpellier qu'on a le record de température en France, à 46 degrés. Je ne me rappelle plus le village, mais c'est à la frontière Gare et Hérault. Et là, pareil, si on trace un graphique assez simple qui montre la taille des cercles représente l'intensité des vagues de chaleur, on voit très nettement que depuis les années 80-85, on a une beaucoup plus forte récurrence et intensité de ces vagues de chaleur. Alors au niveau des pluies, là on va retrouver quelque part le même résultat qu'on avait sur une seule station, c'est qu'en fait on ne voit pas d'évolution notable des précipitations. Alors je ne sais pas si les graphiques sont un peu petits à gauche, mais là ce sont les anomalies de précipitation et l'évolution sur tout le bassin de l'Hérault. Et là c'est pareil, on ne voit pas de tendance. Et le tableau à droite vous montre par ailleurs les changements à l'échelle annuelle. Là c'est tout petit, je suis désolé, on ne voit pas très bien. Et par saison. Et en fait ce qu'on observe, c'est que même si les cumuls annuels ne changent pas beaucoup, on observe quand même une diminution
dans les différents secteurs de l'Hérault en hiver. Alors c'est un petit peu gênant parce que l'hiver, c'est la période où la végétation est en dormance, donc elle ne consomme pas beaucoup d'eau. C'est la période où normalement on va recharger les nappes, le stock en eau dans les sols. Donc même si le cumul annuel de pluie ne change pas, on peut tout à fait comprendre ici qu'il y aura quand même un impact hydrologique si par exemple on a moins de pluie en hiver et plus de pluie par exemple à l'automne ou au printemps. Et enfin, pour terminer le bilan, enfin presque terminer le bilan hydrologique, on va parler d'évapotranspiration. Alors j'ai mis une petite figure à droite pour expliquer ce que c'est. Donc c'est assez facile à comprendre. Quand il pleut, les sols sont mouillés et avec la chaleur, le vent, l'eau va s'évaporer, donc c'est le composant évaporation. Et d'autre part, les plantes, tous les végétaux, comme nous, quand il fait chaud, ils transpirent. Et donc le mécanisme combiné, enfin les deux quantités cumulées forment ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Et l'évapotranspiration, il y a différents facteurs, et le premier c'est la température, mais aussi le vent, l'humidité relative qui influe cette variable-là. Et là, on voit très nettement une augmentation de l'évapotranspiration. Alors, si vous voyez l'anomalie ici, on est quasiment à plus 200-300 mm. Ça commence à faire beaucoup, c'est-à-dire que sur un cumul annuel autour de 800 mm, là, on a 300 mm qui est quelque part perdu au niveau de l'eau disponible dans le sol. Donc là, déjà, on commence à comprendre un petit peu les mécanismes à l'œuvre en Méditerranée. Il n'y a pas forcément de changement marqué, notable sur les précipitations. Par contre, il y a un changement très fort sur les températures, qui induit une augmentation de l'évapotranspiration. Et du coup, ça se retrouve au niveau des débits. Donc les débits des cours d'eau sont mesurés dans pas mal de stations sur le bassin de l'Hérault. Tous les points bleus, ce sont des stations de mesure. Et là, si on regarde l'évolution au long terme des débits, donc la quantité d'eau qui s'écoule dans les cours d'eau en fonction du temps, et bien là, on voit des baisses généralisées de l'ordre de moins 20% à peu près, notamment en été, vous voyez, des moins 30, moins 20, 24%. L'été, c'est aussi la période de stress hydrique, où notamment il y a des pompages dans l'Hérault pour satisfaire des besoins, même en eau potable et irrigation. Donc on voit aussi mécaniquement les problèmes qu'il peut y avoir derrière. S'il y a une forte baisse des débits, on va avoir un souci derrière pour assurer les usages de l'eau. Et alors si on essaie de prolonger un peu cette tendance, je reviendrai juste après sur comment on fait ce type d'exercice. Mais là, on prend un indicateur qui sont les étiages, en fait, et les débits moyens. Donc, les débits moyens, c'est la figure du haut, les étiages, la figure du bas. En bleu, ce sont les tendances observées, ici, qui s'arrêtent donc en 2005 à peu près, puisque c'est un exercice de modélisation passé. Et donc on ne voit pas forcément d'évolution forte sur les débits moyens. Par contre, on voit une baisse des débits d'étiage. Et si on s'amuse à faire des scénarios climatiques futurs sur les précipitations, les températures, on arrive à estimer la probabilité en fait d'avoir une baisse importante en fait dans les années à venir. Donc ça, c'est l'état des lieux en fait qu'on peut dire sur notre territoire. Alors, j'ai pris l'Hérault puisque d'un point de vue hydrologique, c'est intéressant. On a à la fois le bassin amont et les différentes stations de débit. On pourrait faire le même exercice sur le Lez, le fleuve qui draine Montpellier. Avec la petite difficulté supplémentaire, c'est que le Lez, il y a un gros aquifère en amont qui est notamment exploité pour l'eau potable de Montpellier. Donc ça rajoute en fait beaucoup d'informations à mettre. Et là, l'Hérault, c'était un cas d'étude assez intéressant. Donc deuxième partie, je vais vous parler un peu plus généralement du mécanisme du changement climatique en Méditerranée. Donc déjà, cette courbe est assez connue maintenant. C'est une courbe qui montre l'évolution des températures à l'échelle de toute la planète. C'est du vert ici. Et sur la Méditerranée en bleu. Et on voit bien qu'à partir des années 80-90, la courbe de Méditerranée se décroche, c'est-à-dire qu'on observe une augmentation des températures plus importante en Méditerranée, en moyenne, que dans le reste du monde. Donc ça, assez mécaniquement, si les températures augmentent plus rapidement ici, on s'attend aussi potentiellement à des impacts plus importants. Et là, d'un point de vue un peu plus théorique, donc je vous ai présenté tout à l'heure des scénarios d'évolution des débits. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est, comment on fait ça, on ne connaît pas le futur. Ben, en fait, on peut essayer de voir ce qui va se passer dans le futur avec ce qu'on appelle des modèles de climat. Alors, vous utilisez tous des modèles de climat, puisque vous regardez la météo sur votre téléphone, à la télé. En fait, un modèle météo, c'est quoi? C'est un modèle mathématique qui va représenter dans chaque petit carré sur la planète Terre les mécanismes de la thermodynamique, enfin, résoudre les équations de la thermodynamique, etc., pour reproduire la pression, le vent, les précipitations. Et en fait, la taille de ces petites mailles, les petits carrés qu'on voit en gris, en fait, ne fait qu'augmenter au cours du temps, en augmentant la résolution spatiale. Avant, il y a 30 ans, on était à presque 400 km pour une maille, maintenant on est au kilomètre. Donc ça veut dire aussi que maintenant, on peut avoir des informations beaucoup plus fiables à des échelles locales et par exemple, produire des scénarios régionalisés, par exemple, sur la région de Montpellier ou l'Hérault. Et en fait, ces modèles de climat, donc, qui fonctionnent à l'échelle planétaire,
Donc ils ne servent pas du tout là dans ce cas-là pour faire la météo de demain, matin, après-demain, etc. à une échéance courte. Là, on les fait tourner sur des très longues périodes en mettant en entrée des hypothèses d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est ce qu'on voit à gauche, des scénarios d'émissions pour la planète en fait. Alors il faut voir ça comme des choix politiques quelque part. Quelle courbe on veut prendre? Ça c'est important de le noter puisque on ne sait pas quelle est la vraie courbe dans le futur. Si quelqu'un pouvait prédire le futur, ça se saurait. Mais en fait, c'est des choix qu'on va prendre collectivement en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, selon le niveau d'émission, on va avoir plus ou moins de CO2 et donc une hausse des températures, plus ou moins modulée dans les modèles. Et ces modèles, ensuite, nous aident à comprendre comment cette hausse des émissions se traduit en termes de température et ensuite de précipitation, d'évapotranspiration, toutes les variables en fait qui nous servent à faire des scénarios. Alors là, je vous montre par exemple le résultat d'un ensemble de ces modèles. Donc là, on parle de plusieurs dizaines de modèles différents. En fait, c'est tourné par la plupart des gros instituts météo sur la planète. Et ça permet d'avoir une idée de l'incertitude, puisque si on a un seul modèle, on connaît bien que c'est des choses un peu exploratoires. Et c'est important d'avoir plusieurs modèles qui représentent différents processus de manière similaire ou pas, pour avoir en fait une idée du spectre d'incertitude. Et là, je vous montre sur la Méditerranée, justement, alors des données d'observation, c'est toutes les courbes de différentes couleurs, et des données, donc dans le futur, ce n'est pas des observations, c'est du modèle, hein. On voit les températures pour deux ensembles de modèles, CMIP5, CMIP6, c'est les exercices de modélisation associés au rapport du GIEC. Donc le rapport du GIEC qui est sorti l'an dernier, c'est l'exercice numéro 6, et donc c'est l'ensemble de modèles CMIP6. Et on voit très nettement donc, une augmentation des températures, ça on l'a déjà vu tout à l'heure dans les observations. Il est assez probable que cette augmentation va se poursuivre dans le futur, et surtout si on regarde l'incertitude, donc cette petite bande orange, rose là autour des courbes, on voit bien que le zéro, à partir des années 2050-2060, cet intervalle de confiance n'inclut pas zéro. Donc ça veut dire qu'on a plutôt une bonne confiance, une bonne robustesse de cette évolution au niveau des températures. Maintenant, si on fait le même graphique sur les précipitations, regardez tout de suite la taille ici de l'intervalle de confiance. On peut passer de l'un à l'autre, regardez sur les températures et les précipitations. Donc c'est la même chose, c'est un ensemble à la fois de données d'observation, toutes les courbes de couleurs ici, et de modèles qui se prolongent ici. Et par contre, on voit bien que si la tendance est vers une baisse générale des précipitations dans les modèles, on voit aussi que l'intervalle de confiance est très très grand, qu'il inclut le zéro ici, jusqu'à la fin du siècle. Ça veut dire en fait dans ce cas-là, sur les précipitations, ce n'est pas un signal robuste. D'accord ? C'est-à-dire qu'on n'a pas la garantie. Pour les températures, on est quand même pas assez certain, mais quand même il y a de bons indices pour montrer que la convergence des modèles est forte. Sur les précipitations, c'est loin d'être le cas. Et moi j'aime bien cette figure-là. J'ai trouvé au détour d'un rapport, je ne me rappelle plus, pardon, je ne l'ai pas bien cité. En fait, les modèles de climat existent depuis longtemps, depuis les années 70. Vous voyez les dates ici de différents exercices de modélisation, 1975, 70, 77, etc. Et en fait, si on récupère les données de ces modèles qui ont quasiment 45-50 ans, pour voir en fait qu'est-ce qui nous donnait comme température aujourd'hui pour 2022, et bien en fait, on s'aperçoit que par rapport à la courbe observée en noir, en gras ici, les modèles n'étaient pas forcément mauvais en fait. Donc ça c'est quand même intéressant de se dire qu'avec des modèles beaucoup plus grossiers, beaucoup plus simplifiés que ceux qu'on a actuellement, on arrivait déjà à bien estimer la gamme de valeurs prises par les températures 30 à 40 ans plus tard. Donc ça c'est quand même un indice de confiance pour dire que les modèles maintenant les plus récents, sur les températures, pardon, pas d'autres variables, mais en tout cas sur les températures, c'est un signal assez fiable. Voilà. Donc après un peu ces généralités sur l'aspect du climat méditerranéen, je vais aborder deux thèmes plus précis. Alors c'est un peu mon dada, hein, c'est tout ce qui est cru d'une part, plus intense, et d'autre part les sécheresses. Et c'est deux types de phénomènes qui impactent fortement nos régions méditerranéennes. Vous avez ici quelques exemples de crues qui ont lieu pas très loin d'ici. Ça c'était dans l'Aude en 88, ça c'est les Cadreaux de Nîmes. Là c'était en 2018 je crois dans l'Aude aussi. Donc vous avez tous en mémoire ce type d'images qu'on voit dans les médias dès qu'il y a ces catastrophes qui se produisent. Alors il faut savoir qu'en France, dans les régions méditerranéennes, ici, le pourtour méditerranéen français, c'est les seules zones en France où on peut avoir des précipes qui dépassent les 200 mm par jour. Donc ça c'est une jolie carte faite par Météo France, et en passant, ils ont un site très très bien ici, où j'ai mis l'adresse, où en fait vous avez un catalogue quasiment exhaustif de tous les épisodes extrêmes qui se sont produits en France métropolitaine et dans les Dom-Tom.
Et c'est intéressant pour regarder justement qu'est-ce qui s'est passé, les cumuls, la durée, etc. Et donc voilà, on est vraiment la zone la plus impactée par ces pluies intenses. Par exemple, ce qui s'est passé dans le Pas-de-Calais il y a quelques semaines, c'est assez exceptionnel pour un peu plus des cumuls, mais je crois qu'on parle aussi de 200 mm mais sur plusieurs jours. Et c'est plutôt inhabituel en fait, vu cette carte-là, d'avoir ces cumuls-là en Nord-Pas-de-Calais. Alors, pour regarder l'évolution des pluies intenses, rappelez-vous, tout à l'heure, on a montré les données d'une seule station, à Saint-Hippolyte-du-Fort, et on voyait une augmentation des pluies intenses sur la période récente. Et en fait, j'aime bien citer cette étude d'un collègue de Météo France qui, lui, a pris toutes les stations météo existantes. Et donc, vous voyez, le maillage ici est quand même très très fin. Tous les points bleus correspondent à une station qui mesure les précipitations depuis 50, 70 ans. Et en fait, donc c'est Aurélien Ribes, ce qu'il a montré, la courbe en haut, c'est qu'en fait, on observe en moyenne sur toute la zone une augmentation à la fois de l'intensité de ces épisodes de pluie intense, mais aussi de la superficie touchée par chaque épisode. Donc ça, c'est un signal assez robuste parce que vous voyez le nombre de stations ici. Le réseau complet fait 700 stations et on a deux sous-réseaux des stations homogènes indépendantes de 150 et 96 stations. Donc là aussi, voilà, on ne parle pas du tout d'un cas, d'un épiphénomène sur une ou deux stations, une ou deux régions. Là, c'est des tendances assez robustes. Et maintenant, si on veut essayer de savoir ce qui va se passer dans le futur, donc là, on ne parle plus de données observées, mais des fameux modèles climatiques que j'ai présentés tout à l'heure. Donc là, je me suis amusé à faire ça pour tous les bassins méditerranéens, donc à la fois chez nous dans le sud de la France, l'Italie, la Grèce, mais aussi au Maghreb. Et en fait, alors il faut regarder simplement les couleurs de la carte, c'est grosso modo, on s'attend à une poursuite de l'intensification de ces pluies intenses sur la partie nord du bassin méditerranéen. Et par contre, c'était un peu une surprise, on a plutôt une baisse dans le sud, c'est-à-dire que les pluies vont tellement baisser au Maghreb, vous allez voir tout à l'heure des cartes, qu'en fait, ça va même impacter les épisodes de pluie intense, du moins en journalier, puisque là, ce sont des projections climatiques futures pour des cumuls en 24 heures. Voilà. Et donc ça, c'est un peu ce qu'on attend sur l'évolution des pluies. Un, les observations nous montrent une intensification, et deux, les scénarios futurs convergent assez bien vers une poursuite de cette intensification. Et du coup, on peut se poser la question, quel est l'impact de l'augmentation de ces pluies intenses sur les crues? Parce que le dommage direct est très important ici, c'est tout ce qui est crues, inondations, liées à ces épisodes. Et en fait, il faut bien comprendre qu'il y a différentes réponses, ce qu'on appelle réponses hydrologiques au niveau des surfaces. Quand la pluie tombe sur un sol urbanisé, construit du béton, imaginez le parking du carrefour de Saint-Clément-de-Rivière, quand il pleut une forte quantité d'eau sur ce type de surface, mécaniquement, elle va ruisseler, elle ne va pas s'infiltrer très facilement dans le béton. Donc, dans les zones urbaines ou les zones de montagne aussi, c'est pareil, avec les fortes pentes, il y a peu d'infiltration. On peut s'attendre mécaniquement à ce que les dégâts liés au ruissellement vont s'intensifier en même temps que les pluies intenses. Par contre, dans les sols dits naturels, alors j'ai mis naturel entre guillemets, puisque en France, les sols naturels, je ne sais pas si ça existe encore beaucoup, il y a beaucoup d'activités humaines depuis des millénaires, donc voilà, il faut prendre ça en considération. Donc dans des sols naturels ou des sols cultivés, mécaniquement, on va avoir des mécanismes d'infiltration très différents. Par exemple, j'ai pris l'exemple d'une vigne ici, pas très loin de chez nous, et vous voyez qu'entre les rangs de vignes, le sol est mis à nu, c'est de la terre, donc on va avoir un comportement complètement différent. Si par exemple on laissait de l'herbe entre ces rangs de vignes, on va avoir beaucoup plus de rétention de l'érosion, du ruissellement de surface. Donc voilà, on comprend bien avec ces petites illustrations que là encore, il n'y a pas de réponse univoque. C'est pas parce qu'il pleut plus fort que les crues augmentent. Ça, c'est un message très important, puisque en fait, si on regarde au niveau européen, même mondial, on observe plutôt, à l'échelle de la planète, une diminution de l'intensité des crues, pas des pluies. Et c'est un peu paradoxal comme message, mais en fait, on considère qu'il y a tellement des conditions d'aridité qui augmentent et de sécheresse dans beaucoup de régions du monde, que cette hausse de l'aridité augmente une meilleure capacité, elle entraîne une meilleure capacité pour les sols à stocker l'eau, et donc qui est quelque part en mesure de tamponner l'intensification des pluies. Et là, il y a une étude intéressante qui montrait sur l'Europe qu'on avait effectivement plutôt en Méditerranée, donc en bleu c'est une augmentation du risque de crue, en rouge c'est une diminution, et en fait on voit clairement pour la Méditerranée, alors sauf chez nous, vous voyez on est dans une zone grise entre les deux où il ne se passe pas grand chose, mais grosso modo dans le sud de la Méditerranée on a plutôt une diminution de l'intensité des crues, tandis que dans la partie nord, les parties beaucoup plus arrosées, on a une augmentation, et vous voyez d'ailleurs le Nord-Pas-de-Calais, on est en bleu. Et alors, je ne vais pas lister tout ce qu'il y a à gauche ici, mais il faut bien comprendre que dès qu'on parle de crue, il y a beaucoup de mécanismes qui rentrent en jeu. Donc j'ai parlé brièvement des propriétés de la surface, des mécanismes d'infiltration,
Il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Par exemple, si on s'amuse à faire des scénarios futurs sur les crues, il faut prendre aussi en compte les éventuels aménagements du territoire, les barrages, etc. Alors j'ai fait quelques... Ouais, je me rappelle plus, j'avais mis ça. Donc on peut construire des barrages, on peut prendre des mesures dites de désimperméabilisation des sols, comme ici. Au lieu d'avoir un parking en béton, on peut laisser de l'herbe pour que l'eau puisse s'infiltrer. Il y a aussi des mesures de protection. Vous voyez une maison, je ne connaissais pas ce système, mais qui est entourée par une sorte de mini-barrage, ou les digues ici. Et en fait, il faut bien comprendre ça, que quand on travaille sur les crues, ce n'est pas juste un mécanisme atmosphérique, ce n'est pas la température, la précipitation. Il faut impérativement prendre en compte les conditions de surface, l'endroit où la pluie tombe, et aussi les activités humaines qui pourraient, par exemple, réduire le risque de crue face à une intensification. Voilà. Et là, je vais aborder la dernière partie de mon séminaire. On va parler des sécheresses. Alors, c'est un thème d'actualité. On a entendu parler l'été dernier, l'été d'avant aussi. Vous avez ici une illustration, on connaît les mécanismes des sécheresses. La végétation qui a du mal à s'adapter au-delà d'un certain seuil, les rivières qui diminuent ou qui s'assèchent complètement, idem les barrages en haut, et puis évidemment les feux de forêt. Plus les conditions de sécheresse sont intenses, plus on a tous les facteurs favorables pour le déclenchement des feux de forêt, même si dans notre région, ce n'est pas vraiment des feux qui sont d'origine naturelle, c'est souvent une activité humaine derrière. Alors, quand on parle de sécheresse, c'est important de savoir de quoi on parle. La sécheresse, ce n'est pas l'aridité. L'aridité, c'est une caractéristique du climat. Par exemple, à Montpellier, il pleut à peu près 800 mm, à Marrakech, il pleut 200 mm. Donc ça nous donne le niveau d'aridité, en complément de l'évapotranspiration, d'une région donnée. La sécheresse, c'est une anomalie par rapport à cette condition normale. Par exemple, si à Montpellier, au lieu d'avoir 800 mm de précipitation une année, si on n'en a que 200, et bien là on va parler de sécheresse plutôt grave. Donc voilà, c'est ça la définition de la sécheresse. Et c'est ce qu'on voit ici sur le graphique en haut à droite, les petites courbes en rouge, c'est des anomalies par rapport à la situation, on va dire, normale, pluriannuelle. Et on distingue différents types de sécheresse, donc les sécheresses météo d'une part, donc quand il s'arrête de pleuvoir tout simplement. Deuxième compartiment, quand cette absence de pluie se prolonge ou qu'on a des très fortes températures, puisque maintenant on peut avoir des mécanismes de sécheresse qui ne sont pas liés à un déficit de pluie, mais une forte augmentation de l'évapotranspiration. Donc une fois que ça se propage un petit peu, on parle de sécheresse agronomique ou du sol. Et pour moi, c'est peut-être la sécheresse la plus importante, puisque l'eau disponible dans le sol, c'est une variable extrêmement importante pour les écosystèmes, pour l'agriculture par exemple. Donc c'est un meilleur indicateur en fait l'unité du sol, puisqu'il intègre à la fois les pluies et l'évaporation, que les précipitations seules. Et enfin, si on prolonge encore les sécheresses, on atteint donc des sécheresses hydrologiques avec une baisse drastique de l'eau du sol, et notamment dans les aquifères, qui entraînent une diminution du débit dans les cours d'eau, voire un assèchement des rivières. Donc pour rappeler un peu ça, c'est important de marteler ça. Donc les mécanismes d'augmentation des sécheresses en Méditerranée, ce n'est pas forcément la baisse des précipitations. On l'a vu tout à l'heure, à la fois dans les observations, on n'a pas de tendance marquée vers une diminution. Et deuxième point, dans les scénarios futurs aussi, c'est un peu flou, cette baisse projetée. C'est pour ça que j'ai mis la flèche ici en petit, en bleu. Alors par contre, un point important, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui suggèrent aussi une redistribution des types de précipitations. C'est-à-dire qu'on aurait dans beaucoup de régions une concentration des jours pluvieux sur un nombre plus réduit de jours de pluie, mais avec une intensité moyenne plus importante. Et ça aussi, ça a des mécanismes un peu pervers, parce que ça veut dire que dans les deux cas, le cumul reste le même. Par contre, s'il y a plus d'intermittence dans la pluie, s'il y a plus de délai, s'il y a plusieurs jours entre chaque épisode de pluie, eh ben, on favorise les conditions d'évaporation et mécaniquement, on baisse le stock en eau dans les sols, mais avec un cumul de précipitations qui, lui, ne bouge pas. Donc ça, c'est un mécanisme qui est encore en train d'être étudié. Et le deuxième point qui est important, c'est pour ça que j'ai mis là une grosse flèche en rouge, c'est par contre, on a une hausse importante des températures, et le vrai mécanisme qui est à l'œuvre au niveau des sécheresses en Méditerranée, c'est surtout l'effet de la température, donc une augmentation de l'évaporation, qui entraîne des déficits hydriques. Et j'ai mis une petite flèche en vert ici pour indiquer les plantes peuvent s'adapter, oui, mais jusqu'à une certaine limite. Même un olivier peut mourir de soif au bout de quelques temps, et la vigne aussi. Donc ça veut dire qu'on peut atteindre des limites assez importantes et une redistribution en fait dans l'espace des types de végétation suite à des épisodes de sécheresse répétés. Alors, pareil, si on dézoome un petit peu au niveau de toute la Méditerranée, là vous avez une carte qui vous indique les tendances sur long terme, sur plus de 30 ans, sur un indicateur de sécheresse qui justement fait le lien entre pluie et évaporation. Donc c'est une notion de bilan hydrique.
Et on voit bien qu'une grande partie du pourtour méditerranéen se trouve alors j'ai pas vu d'échelle, tiens, mais grosso modo, quand on est en bleu, il y a plus d'eau, moins de sécheresse, et quand on est en noir, en marron, là c'est des conditions de sécheresse plus importantes. Et on voit très nettement que tout le sud de la France, l'Espagne, surtout le Maroc, mais aussi le Moyen-Orient, la Grèce, on voit clairement que les conditions de sécheresse sont de plus en plus fréquentes au cours des dernières décennies. Et pareil, donc, tout à l'heure sur les pluies intenses, on a regardé les observations passées et les scénarios. Et là, c'est pareil au niveau des scénarios. Et si on regarde donc, les sorties de modèles de climat qui vont nous projeter des anomalies de sécheresse dans le futur, donc là, on peut faire ce travail pour différents niveaux de réchauffement. Vous avez ici la figure qui vous montre le scénario à plus 1,5 degré, donc c'est grosso modo l'accord de Paris, en passant dans les très très loin pour l'instant. Au milieu, ce sont les cartes pour un plus 2 degrés, et en bas, les cartes pour un plus 4 degrés. Et plus 4 degrés, je crois que c'est maintenant le scénario envisagé par le ministère de la Transition écologique en France comme étant le scénario assez probable et auquel il faudrait s'adapter. Et donc ces cartes, en fait, représentent les anomalies de sécheresse, d'une part sur 6 mois, donc grosso modo une saison, exactement comme on a eu l'été dernier, par exemple, pendant une longue période estivale, une anomalie basse de précipitation, donc une sécheresse estivale, donc c'est sur 6 mois, SPI 6, et à droite, SPI 48, alors là c'est intéressant, c'est sur 48 mois, donc c'est une sécheresse qui va durer sur une base pluriannuelle, 4 ans ici, et en fait c'est les sécheresses les plus graves, les plus impactantes, puisque si on a un été très sec, mais par exemple un hiver derrière pluvieux, ben on peut quelque part rattraper le niveau des nappes, mais par contre si on a des conditions qui durent sur plusieurs années, on a vraiment des effets cumulatifs, un effet pervers en fait, avec des fortes baisses. Et ce qui est important de voir, c'est que alors, plus la température augmente, plus les conditions de sécheresse deviennent graves, ça c'est assez logique. Et on voit notamment, à plus 4 degrés, que toute la Méditerranée ou presque est en rouge. Et notamment, et ce qui est un peu embêtant, c'est que ces épisodes longs, en fait, ont un signal encore plus important que les épisodes courts. Donc voilà, c'est assez gênant. Et on a un exemple concret. En Catalogne, en fait, ils ont ce cas-là, avec une sécheresse qui dure maintenant depuis 3 ou 4 ans, et qui pose des vrais problèmes au niveau des niveaux des barrages, des réservoirs. Donc voilà. Et donc, alors, il y a des impacts directs. Là, j'ai pris 2 phrases qui sont directement issues du rapport du GIEC. Donc, l'impact de ces sécheresses, c'est mécaniquement une baisse des débits d'étiage. Alors, ça, c'est un peu étonnant, entre moins 5 et moins 70%. Là, quand on parle justement d'intervalle de confiance, c'est plutôt large. On sait qu'on va vers une baisse, mais entre moins 5 et moins 70%, c'est pas vraiment utile pour un gestionnaire comme un